La fantasy est mon genre préféré. Les séries de fantasy se cassent la gueule. Faut qu'on parle. Bonjour les élictes. Je m'interroge sur l'avenir des séries de fantasy. On en a eu certes un peu avant les années 2010, mais c'est vraiment Game of Thrones qui a vraiment lancé la mode. À peine quoi, 14 ans après le début de Game of Thrones, j'ai l'impression que on est déjà droit dans le mur. L'annulation de la Roue du Temps a fait un peu mal au cul, parce que, bon, quel que soit ce qu'on pense de cette série, c'était un des porte-étendards de la série de fantasy aujourd'hui, et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. À part les Anneaux de Pouvoir, il y a la fin de The Witcher, mais ça fait déjà pas mal de temps que ça a périclité. Donc ouais, le panorama est un peu sinistre, et je pense qu'il y a 5 fléaux qui, en ce moment, tabassent pas mal le genre de la fantasy en série. D'une certaine manière, ça peut aussi s'appliquer au cinéma. Donc on va parler de ces fléaux, mais aussi de ce que je pense être l'avenir des séries fantasy. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Donc, si le programme vous branche, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. Donc, je pense que le premier fléau qu'on a en tête, c'est le coût. Mais même si on a ce fléau en tête, je crois pas qu'on mesure forcément à quel point ça impacte le genre tout entier. Parce que tout simplement, le genre fantasy, c'est le genre le plus cher à produire. Il est même plus cher que la SF. Si vous voulez, on peut faire des comparaisons. Ajusté à l'inflation, Battlestar Galactica coûte 2 millions de dollars, Stargate Universe 2,36 millions, Star Trek La Nouvelle Génération 3 millions et demi, The Walking Dead 3 millions, Defiance 3 millions et demi, The Expanse est à peu près dans ces eaux-là. Il y a une exception avec Star Trek Discovery qui était à 8 millions. Mais ça, on s'en doute, Star Trek, c'est une franchise qui existe depuis 1966. Pour une franchise aussi massive que celle-là, on peut se permettre de lâcher un peu la caillasse. Même chose pour les séries Star Wars. Disney+ lâche beaucoup de thunes pour ces séries Star Wars. Une fois qu'on sort de franchises qui, dans une certaine époque, ont eu le temps, ont eu le business model et ont eu l'opportunité de pouvoir s'épanouir et d'entrer dans la mémoire populaire, en dehors de ces franchises, on voit bien que les séries de SF, on tourne vraiment entre 2-3 millions et demi de dollars. La saison 3 de The Orville est allée un peu plus loin, ça coûtait 5 millions de dollars. Et c'est la saison la plus chère. Et vous avez remarqué que depuis, on n'a plus trop entendu parler de The Orville. Maintenant, comparons ça avec les séries de fantasy depuis Game of Thrones. Bon, déjà Game of Thrones elle-même avait commencé avec un budget à 6 millions de dollars en saison 1. Ajusté à l'inflation, ça fait 8 millions et demi. Et ça a fini à une saison 8 qui avait 15 millions de dollars, un peu plus même, par épisode. Prenez le cas aussi de The Witcher. Le budget des 2 premières saisons, plus les prequels, 319 millions de dollars. 20 épisodes, ça fait donc à peu près 16 millions de dollars par épisode. La Roue du Temps, même chose, 260 millions de dollars pour les 2 premières saisons, ça revient aussi à 16 millions par épisode. Et je parle même pas des Anneaux de Pouvoir, on en est carrément à 58 millions par épisode. Donc oui, les séries de fantasy ne font pas qu'être au-dessus de la moyenne, elles explosent carrément la moyenne des budgets. Il faut donc beaucoup de chance, beaucoup de risques pour qu'on puisse produire une série de fantasy. Et une des conséquences qui font que la série fantasy est très chère, c'est que ce ne sont que des adaptations. Je sais pas si vous avez remarqué, la fantasy est le seul genre où, même avant la crise des adaptations, des IP, des remakes et des reboots, la fantasy était le seul genre, depuis les années 2000, où ça ne pouvait être que des adaptations. Il y avait quasiment aucun scénario original de fantasy, et puis il y a eu le fameux fléau Gods of Egypt, en 2016, et voilà, ça tirait basiquement un trait sur non seulement l'espoir de produire des scénarios originaux coûteux pour Hollywood, mais aussi sur la fantasy en général. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus de précision, je vous renvoie à ma vidéo sur les séries C'était mieux avant, où je parle un peu plus à ce sujet. Et il y a d'ailleurs une histoire qui est très révélatrice, et ça c'est Brandon Sanderson qui l'a raconté. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Brandon Sanderson, c'est le romancier de fantasy qui a le plus de succès en ce moment. Voilà, enfin vivant quoi. Voilà, c'est lui qui a fait, notamment La Voix des Rois, qui, bon là, mais en fait c'est un seul livre, c'est juste, le premier livre était tellement gros qu'on l'a divisé en deux en édition française, et voilà, c'est le premier tome des archives de Rochard. Il y a déjà 5 livres, 10 sont prévus pour le cycle. Ouais, c'est un monstre, hein, Sanderson. Bon, bref.
Sanderson est très actif sur Reddit, et il a posté de son compte officiel une anecdote assez frappante. Il a basiquement dit, voilà, un jour, il y a un scénariste qui est venu me voir parce qu'il voulait adapter The Emperor's Soul, qui est une petite novella que Sanderson avait écrit. Peu caractéristique de Sanderson, c'est au contraire un roman où il y a peu de personnages, où il n'y a pas beaucoup de décors, où l'intrigue est très resserrée. Voilà, c'est un milieu des archives de Rorschach ou de Nez des Brumes. Sanderson était enchanté qu'un scénariste s'intéresse à lui parce qu'il était au début de sa carrière, et il lui a dit, bah ok, bah, je veux bien voir votre script pour adapter ma novella. Le scénariste lui a envoyé son script, ça n'avait bordel de rien à voir. Ça prenait très vaguement des choses de la nouvelle, mais voilà, il avait transformé une sorte de fantasy intimiste en une sorte de grande fantasy épique, avec plein de personnages et de voyages, rien à voir. Et ça a complètement stupéfié Sanderson, et après une petite enquête, il a compris ce qui s'est passé. Voyez-vous, les scénaristes sont comme les écrivains, ils veulent écrire leurs propres histoires, des histoires originales. Et franchement, qui va leur en vouloir? Parce que vous imaginez, je sais pas, vos musiciens de pop préférés qui du jour au lendemain ne font que des adaptations? Ce sont des scénaristes qui veulent écrire leurs propres œuvres originales, par exemple de fantasy. Et comme vous le savez, des œuvres originales de fantasy, ça se fait plus trop, ça se fait même plus du tout. Donc leur alibi, c'est de prendre vaguement un prétexte, par exemple voilà, une novella, et de faire leur propre délire dessus. Je ne sais pas si c'est vrai dans le cas de pas mal de séries de fantasy qui s'éloignent du matériel original. Je ne sais pas si c'est cette raison-là. Bon, ça pourrait être une explication pour certaines œuvres. Il y a plein d'œuvres de SF qui sont nées de scénarios originaux. Enfin, je sais pas, les films d'Alex Garland, les films de Neil Blomkamp, pour citer que les films récents, Nolan, enfin les films de Nolan. Du côté de la fantasy, c'est lettre morte. Si on se gratte un peu la tête, peut-être Avatar de Cameron. Alors je sais, c'est de la SF. Mais il y a quand même... Pandora ressemble quand même souvent par moments à un truc complètement de fantasy. Mais bon, là on parle de Cameron. Faut aller à ce standard pour qu'on trouve un truc original. Voilà, vous connaissez, vous, beaucoup de films de fantasy récents, basés sur un scénario original? Il peut y avoir des adaptations tellement libres que ça donne un côté scénario original. Ça peut être le cas par exemple du Conan de Bertrand Mandico, qui est la figure de Conan le Barbare, mais revue et très très corrigée par un des cinéastes les plus expérimentaux d'aujourd'hui. Ou bien vous faites des œuvres autoproduites, comme Noob. Moi j'aime beaucoup Noob. On n'est vraiment pas dans des films qui sont soutenus par des studios. Donc en fait, la solution pour qu'on continue d'avoir des séries de fantasy, et qui soient appréciées, parce qu'on a bien vu que quand une série s'éloigne un peu trop du matériel original, il y a du backlash, parfois pas sans raison, il faudrait qu'un écrivain écrive brillamment une suite de fantasy, et puis ensuite qu'il devienne un maître showrunner capable d'adapter lui-même sa propre œuvre. En d'autres termes, faut le mouton à 5 pattes. On a compris que faut pas espérer un scénario original acheté par un studio. Non, ça se fera pas. Du moins pas avant beaucoup de temps. Donc, comment on adapte? Il y a 3 possibilités. Ou bien vous faites une adaptation globalement fidèle, ou bien une adaptation très libre, très éloignée, ou bien carrément une histoire originale. Vous adaptez un monde. Et vous savez quoi? Toutes les séries de fantasy qui ont succédé à Game of Thrones ont tenté un des 3 choix, et se sont tous viandés. Prenez une série de fantasy plutôt fidèle au matériel original, à celle adaptée du Grishaverse, Shadow and Bone. Elle a été annulée au bout seulement de 2 saisons. Alors que bon sang, il y avait encore pas mal de livres à adapter. Et pour le coup, c'est même pas une question de volume. La première trilogie Grisha, qui a donné Shadow and Bone, est moins longue que le premier roman de La Roue du Temps à lui tout seul. Vous avez ensuite l'adaptation libre, The Witcher, après une première saison, bon, qui allait encore un peu côté fidélité, les saisons suivantes, et on a bien vu à quel point ça a rendu furibard les fans, mais même aussi le public, qui s'est de plus en plus désintéressé de la série. Et Henry Cavill lui-même, un nerd fini côté tout ce qui est genre, fantasy, lui-même a claqué la porte. Et l'autre possibilité, c'est de raconter une histoire originale dans un univers déjà bien établi. Alors on a essayé ça avec Dark Crystal, qui est une sorte de prequel du film original, donc du coup, on a déjà le monde, mais le scénario est original. Annulé sur un cliffhanger au bout d'une saison.
Et un autre exemple, c'est bien entendu les Anneaux de pouvoir. Vu que c'est bâti sur le monde de Tolkien, qui est la référence en la matière, ça change un peu la donne. Mais du coup, il faut carrément cet alibi pour que la série puisse continuer et avoir une 3e saison. Et t'as également des séries qui ont tenté de mêler un peu le tout, qui ont tenté de faire à la fois de la fidélité, mais en même temps d'être assez libre. Bah, ça a donné la roue du temps. La roue du temps, ils ont dit, allez, on garde le monde, on garde les personnages, et on garde les scènes clés. Tout le reste, freestyle! Et annulé au bout de 3 saisons. Mais pour le coup, c'est rageant. Parce que leur martingale commençait à fonctionner. La 3e saison était vraiment bien. Et ils ont annulé après la meilleure saison de la série. D'ailleurs, je vais parler du problème Tolkien. Mais je vais d'abord me pencher sur le 3e fléau qui est le volume. Je parle de la densité des romans à adapter. C'est éprouvant. On a par exemple, je pense, ce qui a été l'échec de La Roue du Temps. Parce que même si La Roue du Temps avait été plus fidèle, et avait vraiment enthousiasmé le public comme Game of Thrones, eh ben je suis même pas sûr qu'on aurait pu aller jusqu'à la fin. Vous savez que Game of Thrones a eu une production assez infernale, j'en ai même parlé en vidéo, je fais une vidéo là-dessus. Mais Game of Thrones, entre guillemets, n'a que 1,7 million de mots sur les 5 premiers romans qu'on a. 1,7 million de mots étalés sur 6 saisons, puisque les saisons 7 et 8 sont plus, entre guillemets, originales. D'après certains journalistes, George R. Martin avait donné la fin qu'il avait en tête de Game of Thrones à David Benioff et D.B. Weiss. Et lorsque le fandom a hurlé sur la fin, Martin s'est trouvé coincé. Parce que la fin qu'il avait envisagée pour Winds of Winter et Dream of Spring, les fans ne l'aimaient pas. Alors, je veux bien croire que c'était moins la fin que le processus qui a amené à la fin, on peut en débattre, mais ça n'empêche que ça a complètement cloué Martin, et je pense que c'est une des raisons qui font qu'il n'arrive pas à terminer Winds of Winter. On sait même pas s'il terminera le 6e roman, encore moins le 7e un jour, quand vous avez des fans qui vous disent « La fin pue la merde !» Bah oui, ça vous calme. Bref, avec Game of Thrones, on a réussi à adapter, ça a été difficile, 1,5 million de mots. Vous savez combien il y a de mots dans La Roue du Temps? Il y en a 4,5 millions, le triple. Alors, vous savez quoi, je vais être gentil. Les fans de La Roue du Temps, moi y compris, savent qu'il y a beaucoup de longueur. On pourrait retirer peut-être, allez, un quart pour l'adaptation. Donc on serait à quoi? 3,5 millions de mots. Donc le double de Game of Thrones. Mais même ça, c'est beaucoup. C'est énorme. Qui dit beaucoup de mots, dit, dans le cas de la fantasy, beaucoup de personnages, beaucoup de lieux différents, beaucoup de magie. Ah oui, la magie, pour les CGI, ça coûte cher. Vous voulez de la fantasy sans magie? Gormenghast, Mervyn Peake. Il y a juste une meuf qui sait parler aux animaux, des oiseaux qui peuvent bouffer des humains. Voilà. À part ça, il y a rien de magique. Pourtant c'est de la fantasy, mais il y a rien de magique. C'est le seul roman de fantasy où je ne connais pas, où il y a quasiment pas de manifestation magique ou de pouvoir magique. Ouais, donc clairement la magie, ça a un coût. Bon, j'ai déjà tapé sur le streaming dans les séries, c'était mieux avant. Je vais juste donc rappeler 2-3 points. Le premier point, c'est que la fantasy, ça reste quand même quelque chose qu'on dit slow burn. Ça commence lentement. Il y a beaucoup à introduire, beaucoup de personnages, il y a beaucoup de pouvoirs à mettre en place, il y a beaucoup de lieux à mettre en place, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'objets, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est énorme, c'est beaucoup plus énorme que n'importe quel autre genre. Donc oui, ça a tendance à démarrer un peu lentement. Bon, après, tu peux toujours faire le truc de commencer par un truc rapide, enfin, comme, je sais pas, justement, tiens, La Voix des Rois, ça... Comment Sanderson nous montre le système de magie? Tout simplement, il nous fait suivre un mec qui va assassiner un roi en utilisant ses pouvoirs magiques. C'est le prologue, très efficace. Mais après, c'est lent, parce qu'il faut vraiment installer le truc, passer le prologue. Mais ça, c'est pas sa faute, c'est le cas d'à peu près toutes les œuvres de fantasy, et je parle même pas de Tolkien. Sauf que voilà, dans l'ère du streaming, il faut une rentabilité immédiate. Il faut que ce soit à fond efficace, immédiatement. Il y a comme une dissonance entre les exigences du genre et les exigences du streaming. Et vous avez bien vu, la plupart du temps, les œuvres de fantasy commencent lentement. Même Game of Thrones, c'est super comme pilote. C'est pas un truc qui galope à toute allure. La Roue du Temps commence aussi par un truc assez lent, et c'est normal. Le deuxième truc, c'est que, je vous avais parlé également dans cette vidéo,
les services de streaming demandent quelque chose de second screen, des séries d'écran secondaire. En gros, ils veulent des séries qu'on puisse regarder tout en ayant l'œil sur le téléphone de l'autre. Parce que faut pas trop déranger le spectateur, faut plutôt, vous voyez, un truc de fond pour pas trop le déranger. Ce qui est une insulte terrible aux séries d'aujourd'hui, mais elles sont modelées comme ça. C'est parce qu'on leur demande d'être modelées comme ça. Aucun genre ne mérite d'être relégué au rang d'écran secondaire. Je dis juste que dans le cas de la fantasy, l'hérésie est double. Avec tout le soin qui est mis sur le visuel, l'histoire du monde, le world building, les personnages, leurs relations, moi ça me tue qu'on puisse dire qu'une série de fantasy ou un film de fantasy est un écran secondaire. Même moi qui apprécie les Anneaux de pouvoir, je dois quand même admettre que la série a souvent des problèmes de tempo, surtout en saison 1. Ils ont amélioré déjà des choses en saison 2. Et bien sûr, il y a le délai entre saisons. Alors ça, vous allez me dire, mais toutes les séries sont touchées par ça. Oui, bien sûr, moi qui adore Severance, voilà, comme tous les fans, j'ai dû attendre 3 ans pour avoir la saison 2. Pour la fantasy, c'est pire. Parce que pour la fantasy, il faut une montagne d'équipes techniques pour que ça puisse se faire. Donc, il faut, après la première saison, qu'on soit capable de retenir l'équipe technique pour qu'elle retravaille en saison 2. Parce que, non, si vous réembauchez une toute nouvelle équipe technique en deuxième saison, c'est comme si vous repartiez basiquement de zéro. Vous avez certes déjà des décors, c'est différent de personnes qui ont pendant des mois et des mois ont travaillé sur ce projet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en fait que Game of Thrones s'est fini après la saison 8. Parce que l'équipe technique était tellement épuisée après la saison 6 qu'ils ont dit on fait 2 saisons et puis on s'en va. Et vous allez rien dire. Et ils ont fait le calcul, les producteurs et les showrunners, si on réengage une toute nouvelle équipe, non, on va pas s'en sortir côté budget et même juste pour que ça se fasse. Donc il y a eu un avertissement déjà de la part de Game of Thrones. On ne peut pas se permettre de changer intégralement l'équipe technique entre 2 saisons, et vu que la fantasy c'est large, c'est le plus large des genres, eh ben ouais, le délai entre saisons est compliqué, plus compliqué que la moyenne à gérer. Alors oui, bien sûr, il y a des auteurs influents dans chaque genre, mais par exemple, vous n'allez pas me dire que voilà, dans le policier, dans le drama, dans la SF, il y a un auteur clé et c'est tout. Alors que la fantasy, oui, il y a Tolkien. Et bien sûr, on sait qu'il existe de la fantasy bien éloignée de Tolkien. La littérature contemporaine continue de le prouver. Par contre, les adaptations ont toujours un temps de retard. Et on est encore dans l'ombre de Tolkien avec le streaming. Sans même parler de Rings of Power, La Roue du Temps a été influencée par Tolkien. Le premier roman est d'ailleurs plus ou moins une sorte d'adaptation de la Communauté de l'Anneau. Bon après, évidemment, la saga s'en éloigne très vite. On a eu aussi une série Shannara. Shannara, c'est typiquement... On a carrément accusé Terry Brooks d'avoir plagié Tolkien. C'est pour vous dire l'influence. Là, en ce moment, avec Greta Gerwig, il y a une préparation pour de nouveau adapter les 7 romans de Narnia. Bon, vous allez me dire, ce sont des films. Oui, mais c'est une série de 7 films sur Netflix, qui vont certainement durer 2 heures. Techniquement, la durée devrait faire en tout l'équivalent de 2 saisons d'ailleurs. Narnia, c'est aussi très Tolkien. Ça a été fait à peu près en même temps que... Ça a été fait après le Hobbit, ça a été fait à peu près en même temps que le Seigneur des Anneaux. Et pourtant, je ne sais pas si vous êtes très amateur de fantasy, mais vous savez qu'il y a plein d'autres exemples de fantasy qui ne doivent à peu près rien à Tolkien. Vous avez Perdido Street Station, c'est de la fantasy steampunk. Ou bien la saga des os émeraudes de Fandali. C'est de la fantasy, mais vous prenez aussi le métro. Et à ça, il y a bien sûr 2 exceptions, mais ce ne sont pas vraiment des exceptions qu'on peut répliquer pour avoir une série grand public. La première, Game of Thrones, bien sûr. Mais Game of Thrones est né dans un temps où le streaming n'avait pas encore été trop tentaculaire. C'était fait d'ailleurs par HBO, une chaîne du câble, pas le streaming, et c'est comme ça qu'on a eu la série Légende qu'on a eue. Et je suis d'accord qu'au contraire, c'est de la fantasy très éloignée de Tolkien. Mais, vous voyez, c'est une exception qu'on va pas pouvoir facilement répliquer. Si ce n'est par des séries dérivées très mercantiles. Ça se voit que je fais cette vidéo aussi pour me la péter, vous montrer ma bibliothèque de fantasy. Et la deuxième exception, ce sont des séries qui sont en effet éloignées de Tolkien, mais qui ne sont que des succès d'estime. Ça touche un public de niche, ce qui est très bien, j'adore les niches, mais voilà, ça fait pas le grand succès populaire nécessaire pour dynamiser un genre. Shadowhunters, par exemple. C'était pas mal, Shadowhunters. Vraiment, j'avais bien aimé pour de la fantasy young adult.
Mais vous allez pas me dire que ça a été un succès frénétique interplanétaire. Ou je ne sais pas, à la croisée des mondes, qui a donné une série coproduite par HBO. En effet, c'est très éloigné de Tolkien, ça aussi. Ça n'a pas non plus été un super succès. Et en fait, je pense que Terry Pratchett, l'auteur du Disque Monde, c'est-à-dire le pape de la fantasy comique, 41 romans au menu, avait déjà résumé en son temps le dilemme Tolkien, qui continue de se voir aujourd'hui. J.R.R. Tolkien est devenu une sorte de montagne, qui apparaît dans la fantasy de la même manière que le mont Fuji apparaît dans les imageries japonaises. Parfois, il est énorme et proche. Parfois, c'est une forme à l'horizon. Parfois, il n'est pas là du tout. Ce qui signifie que ou l'artiste a pris une décision délibérée contre la montagne, ce qui est intéressant en soi, ou se dresse lui-même sur le mont Fuji. Too long didn't read, le streaming a un temps de retard sur ce qui se fait en fantasy aujourd'hui. Eh bien, dans l'état actuel des choses, je vois personnellement 4 voix. Mais c'est pas forcément des voix que j'apprécie beaucoup en tant que lecteur de fantasy, parce que moi j'aime bien les longs cycles interminables. Bon, je pense que malheureusement en ce moment c'est un peu mort. La première voie, simplement, des suites de fantasy courtes. Puisque, vu que le problème de la fantasy c'est que c'est trop cher, que c'est trop volumineux, il y a trop de personnages, bah oui, pourquoi pas une suite plutôt concise, ramassée sur elle-même, donc plus facile à adapter. La Belgariad, vous voulez de la bonne fantasy familiale, qui fait pas trop peur, un petit peu, hein, pas trop peur, qui est pas trop stressante non plus, c'est vraiment le divertissement fantasy pour les petits écrans. Et c'est très bien, hein, moi j'aime bien la fantasy aussi, comme ça. La Belgariad, Disney+. Disney+ devrait absolument adapter la Belgariad, ce serait complètement dans sa ligne éditoriale. Bon, on a bien vu ce que ça donnait avec À la croisée des mondes, His Dark Materials, c'était pas fou non plus, mais au moins on a eu une série de fantasy qui a eu son début, son milieu et sa fin. Ça a été adapté jusqu'au bout. Cool. Le deuxième cas, c'est évidemment les œuvres de fantasy de niche. On vise clairement pas le succès populaire et le propulser un genre. Et un truc comme l'urban fantasy de niche, c'est très bien. Prenez des séries comme, je sais pas, Grimm, c'était bien Grimm. Et une de mes séries préférées, Lost Girl. C'est tellement génial, Lost Girl. Vous pouvez voir d'ailleurs ma vidéo sur les 10 séries de fantasy à voir que vous ne connaissez sans doute pas. Je parle évidemment de Lost Girl, que j'aime d'amour. J'aime tellement Lost Girl. Faut que vous regardiez Lost Girl, c'est trop top Lost Girl. Il y a de quoi faire avec les séries de niche. Ça a une raison d'exister pour elle-même, et ça a également la vertu secondaire de faire vivre le genre en attendant une renaissance. La troisième voie, c'est une voie qui, honnêtement, me fait bien chier, mais bon, c'est une voie légitime, c'est normal, c'est la romantasy. Depuis A Court of Thorn and Roses de Sarah J. Maas et Fourth Wing de Cynthia Warros, la romantasy est en plein boom. Le mix de romance et de fantasy, avec quand même plus de romance que de fantasy, ça fait vendre à plein. Il y a de la fantasy, bien, je vais pas dire le contraire, il peut même y avoir des trucs originaux, mais généralement, le côté fantasy est quand même réduit par rapport à la romance, et le travail de world building est vraiment beaucoup moins éblouissant que dans une fantasy classique. Alors, ça met en avant le meilleur de la romance, mais voilà, il faut être fan de romance aussi. Et c'est pas trop mon cas. Et vous avez remarqué, j'ai sorti plein de bouquins de fantasy, mais j'ai pas sorti un seul bouquin de romantasy. Parce que ceux que j'ai lus m'ont fait putain de chier. Mais il y a quand même une exception. Ça, c'est du bon. Pourtant, je suis pas très romance, mais ça, c'est de la bonne romantasy. Vraiment. Et en plus, Cocorico, c'est français. D'ailleurs, si vous pouvez soutenir Ada Vivalda, elle a fait 3 romans, je trouve que c'est une des autrices de genre les plus prometteuses aujourd'hui dans notre beau pays. Mais vous savez quoi? Même la romantasy a du mal à se frayer un chemin. Sarah J. Maas avait vendu les droits pour adapter sa série, donc Court of Thorn and Roses, et plus rien. Voilà, ça fait 4 ans que c'est dans l'enfer du développement, on n'en est toujours pas sorti. Et même chose pour Fourth Wing de Cynthia Warros. Il y avait déjà un projet pour l'adapter, et ça se traîne. Même la romantasy, qui est le genre populaire de la fantasy en ce moment, a du mal. Et la quatrième voie, ce serait l'adaptation de jeux vidéo fantasy. Ah, je vais être honnête,
The Witcher a pu se faire en série, moins je pense par les romans que par le jeu vidéo, bon, qui était bien sûr eux adaptés des romans, mais enfin, vous voyez l'idée. Et d'ailleurs, je crois que on va avoir d'autres jeux vidéo comme God of War qui vont être adaptés en série. Voilà, encore une fois, les adaptations de jeux vidéo, ça reste très risqué. Pour un Arkane, je sais pas, vous avez dit Max Payne, enfin, j'ai pris l'exemple complètement pété au hasard. J'ai envie de croire que la fantasy peut renaître en série grâce à une adaptation de jeux vidéo fantasy, mais c'est pas gagné non plus. Donc ma conclusion c'est, vous l'avez deviné depuis le début si vous avez vu ma bibliothèque, adaptez Evilan. Franchement, c'est une de mes meilleures lectures de fantasy que je connaisse. Le cycle de Botero n'a pas vraiment de nom, mais il y a 5 trilogies, et les 2 premières trilogies suivent les mêmes personnages, qui sont vraiment les 2 trilogies principales. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon. Oh mon dieu. C'est très court, et c'est une des lectures les plus délicieuses, les plus incroyables que j'ai eues de ma vie. Netflix, qu'attendez-vous pour adapter Evilan? C'est tellement top. Et vous avez déjà un public qui aime bien. Botero, c'est... bon, il nous a quitté le pauvre. Il reste dans ceux qui aiment le genre, il reste à jamais dans leur cœur. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que les séries de fantasy sont vraiment en crise? Tu peux tout me dire en commentaire. N'hésite pas non plus à me soutenir sur Tipeee si tu en as envie. Et dans tous les cas, on se dit à bientôt. Salut!